Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien les amis. Aujourd'hui on se retrouve avec des abonnés pour qu'on se raconte des histoires d'horreur dans ce salon un peu terrifiant comme d'habitude. On est avec Louison et Eda aujourd'hui. Aujourd'hui on n'est que 3 pour une simple et bonne raison qu'on a eu un petit contretemps. La personne qui devait venir aujourd'hui malheureusement ne peut pas venir pour une raison d'ailleurs assez terrifiante que vous découvrirez en fin de vidéo. Avant qu'on commence de se raconter nos histoires les filles, j'aimerais parler de Spotify. Je suis disponible là-bas en format audio et vidéo. Le podcast s'appelle Les Histoires Sombres et Morbides et les vidéos comme ça avec les abonnés sortiront en avant-première, un jour avant la publication sur YouTube. D'ailleurs, si vous voulez venir sur le format et raconter vos histoires comme les filles aujourd'hui, n'hésitez pas à m'envoyer un mail sur l'adresse leo@d-influence.com. Je prendrai le temps de les lire et évidemment on sélectionnera les meilleurs. Louison, est-ce que tu aurais une phrase pour décrire ton histoire pour mettre un peu les gens dans l'ambiance de la vidéo? Je dirais une visite inattendue. Ok. C'est donc paranormal plutôt? Ouais, plutôt paranormal, carrément paranormal. Ok. Et toi Eda, c'est quoi ta petite phrase? Il a failli nous prendre. Pour paranormal aussi? Oui. Les filles, on va commencer les histoires. Est-ce que vous êtes prêtes? Ouais. Louison, je t'invite, t'es la première à commencer ton histoire et je suis trop hype. Donc moi, l'histoire que je vais vous raconter, donc ça m'est pas arrivé personnellement, ça arrivait à une amie de la famille, donc je vais la raconter à sa place. Donc ce qui s'est passé, c'est que malheureusement, c'était il y a une dizaine d'années et son mari est décédé. Mais quand il est décédé, c'est comme s'il n'était jamais réellement parti, parce qu'en fait, elle sentait sa présence, elle rêvait beaucoup de lui aussi, ça à la limite, on pourrait dire que c'est pas très bizarre, mais aussi elle l'entendait. Donc elle s'était habituée à force à un peu vivre avec lui, avec cette présence, même en allant se coucher, parfois elle l'entendait lui dire bonne nuit. Elle ne croit pas vraiment au paranormal, mais elle s'y était faite. Mais à un jour, elle était en voiture avec son beau-frère et ils ont raconté une petite blague comme ça, et en se disant oh, ça aurait été typiquement le genre de blague que Tom aurait aimé. Voilà, ça faisait une petite, voilà, pour se rappeler de la personne qui est partie. Et là, il y avait un téléphone entre deux, le téléphone justement de cette femme. Et là, la voix de son mari est sortie du téléphone et il était en train de rire. Elle a quasiment pas réagi parce qu'en fait, elle était tellement un peu habituée, comme je vous dis, à tous ces petits moments, ce sentiment qu'il était là, ces voix, qu'elle n'a pas réagi. Par contre, le beau-frère, lui, il venait d'entendre à l'instant la voix de son frère décédé sortir du téléphone. Pour lui, c'était pas du tout normal. Donc il a fait quelque chose qu'on aurait à peu près tous fait. Il s'est juste cassé de la voiture en courant. Et il a totalement paniqué. Donc déjà, effectivement, là, c'était assez hallucinant. Mais pour elle, toujours, il n'y avait pas vraiment de souci. Pour elle, elle ne s'inquiétait pas. Mais la fois, par contre, là, vraiment la plus marquante, c'est que, depuis qu'il était décédé, elle se nourrissait de moins en moins. Elle était vraiment assez déprimée. Et un moment, on avait été au cinéma ensemble. Et à la fin de la séance de cinéma, elle était vraiment très faible. Donc elle a préféré rentrer chez elle, parce qu'elle ne se sentait pas bien du tout. Donc quand elle est arrivée chez elle, elle s'est posée dans son lit. Et son beau-frère, puisqu'ils vivaient ensemble, ils vivaient avant tous dans une même maison ensemble. Donc eux, ils vivaient au rez-de-chaussée avec son mari, qui avait son bureau. Et ses deux frères vivaient à l'étage. Donc même après qu'il soit décédé, elle a continué à vivre dans cette maison familiale. Donc en rentrant, son beau-frère, comme il voyait qu'elle était vraiment pas bien, il a décidé d'appeler le SAMU. Donc les personnes du SAMU sont arrivées, elle était toujours allongée dans son lit. 3 personnes du SAMU sont arrivées. Le premier, il est rentré très vite dans la chambre, a fermé la porte à clé, pendant que ses 2 autres collègues étaient toujours derrière la porte, qui ne comprenaient pas ce qui se passait. Et là, le mec du SAMU s'est mis sur elle dans le lit. Et là, elle a vu déjà qu'en fait, il avait les yeux de son mari. Parce que Tom, en fait, il avait des yeux d'un bleu, très profond, vraiment un regard que tu n'oublies pas. Et il avait exactement ses yeux. Donc ça peut être une coïncidence, mais n'empêche que ça l'a quand même perturbé. Et là, le mec du SAMU lui a dit que c'était lui, c'était Tom, qu'il était dans le corps de cet homme, et il lui disait qu'il fallait qu'elle vive, qu'elle avait encore beaucoup de choses à faire, que c'était pas son heure et qu'il fallait qu'elle se reprenne, qu'il fallait qu'elle vive pour lui, qu'elle se laisse pas mourir comme ça. Parce qu'à la fin, c'était ça le problème. Les hommes du SAMU étaient là pour... elle n'avait pas réellement un problème physique, c'est parce qu'effectivement, elle ne se nourrissait pas. Donc il est venu et à la fin, il l'a embrassée. Et pendant ce temps, les 2 hommes qui l'ont accompagnée, les 2 hommes du SAMU, ils étaient à la porte et ils tambourinaient. Parce que forcément, leurs collègues qui venaient de s'enfermer dans une chambre avec une femme, ils étaient là en train de tambouriner à la porte pour essayer de rentrer. Du coup, après qu'il l'a embrassée,
il est parti, il a rouvert la porte. Les deux hommes, ils étaient là, en mode « mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Elle était là, dans le lit, totalement sous le choc. Elle ne comprenait pas vraiment ce qui venait de se passer non plus. Déjà qu'elle était hyper faible, mais elle n'a pas vraiment réagi. Elle a fait genre « non, c'est bon, tout va bien ». Du coup, après, ils sont partis, les trois. Puis après, quelques semaines après, c'est son frère qui était venu lui rendre visite, qui lui aussi, à un moment, s'est pas senti très bien. Et du coup, ils ont de nouveau appelé le SAMU. Et donc, deux nouvelles personnes sont venues du SAMU pour voir son frère. Et pendant ce temps, un des hommes du SAMU qui est venu avait demandé à Anna s'il pouvait lui parler à côté, à part. Donc elle a dit oui, pas de souci. Donc ils sont allés dans une petite pièce pour discuter. Et là, il a dit, est-ce que vous vous souvenez de moi? Elle fait, non, pas du tout, je suis désolée. Et là, il lui explique qu'en fait, il était là ce jour-là et que c'était un des deux hommes qui était à la porte en train de tambouriner, un des collègues. Et il a profité de cette occasion d'être de retour dans cette maison pour lui poser la question, lui dire qu'est-ce qui s'est passé dans cette chambre? Il fait parce que quand on a posé la question à notre collègue après, en lui disant mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu es rentré dans cette chambre? Tu t'es enfermé avec cette femme? Là, il n'avait aucun souvenir. C'était le blanc total. Il ne se souvenait absolument pas d'avoir fait ça ou quoi que ce soit. Donc déjà, ça l'a énormément perturbé. Et ça perturbait absolument tout le monde. Tout le monde voulait savoir ce qui s'était passé dans cette chambre. Donc quand il l'a vu, il en a profité pour lui demander. Sauf que elle n'a pas voulu répondre. Elle n'a pas voulu dire la vérité parce que ça peut être compliqué de dire à quelqu'un que son collègue s'est fait posséder par son mari décédé. Donc elle a préféré, on va dire, broder autour. Elle n'a pas vraiment répondu. Elle a dit qu'il ne s'était rien passé de grave, que si lui ne se souvenait pas, voilà, c'était qu'il ne fallait pas se poser plus de questions, mais qu'il ne s'était rien passé de grave, qu'il n'avait rien fait de mal. Donc il est reparti sans avoir ses réponses. Et à la fin, en fait, donc comme je vous ai dit, il travaillait dans cette maison, son mari décédé. Il avait son bureau et elle a toujours entretenu, on va dire, la vie dans ce bureau en mettant une bougie. C'est un peu comme si, voilà, elle ne voulait pas abandonner que ce lieu vive. Et en fait, le jour où elle a finalement éteint cette bougie et qu'elle ne l'a plus rallumée, elle n'a plus jamais senti sa présence, rêvé de lui ou entendu sa voix. Ça a été vraiment comme si elle avait décidé de le laisser partir, de le libérer. Et après ça, tous ces événements-là sont terminés. J'ai des frissons. Wow, il est parti en fait en paix. Oui, c'est ça, effectivement. Il est resté le temps, je dirais, un peu pour prendre soin d'elle. En fait, là, cette bougie-là le rattachait un peu au vrai monde, quoi. Là. C'est comme si ça faisait son ancrage un peu. Wow. Et le pompier qui s'est du coup enfermé avec cette femme, est-ce que il a eu je sais pas, un redressement après ça Parce que quand même, t'as pas le droit de faire ça. Même ses collègues n'ont pas dit, bon là, on va quand même en parler au patron, parce que c'est chaud ce que tu viens de faire, tu viens de t'enfermer avec une femme. Que j'ai pas du tout une nouvelle sur ça, mais je pense qu'il y a plus eu peut-être un soutien derrière, comme lui-même ne s'en souvenait pas, que elle a dit qu'il n'y avait pas eu de soucis. Ouais. Bon, je pense que voilà, ça a été un peu oublié, ça restait toujours l'événement un peu mystérieux. Bah ouais, de fou. Voilà. J'ai eu pas mal de frissons au moment où tu as raconté la scène où il était rentré dans la pièce en fait pour... C'est flippant en vrai, parce qu'on pourrait croire en vrai, quand t'as pas le contexte du paranormal, que le mec est juste fou, il peut être un plan en plein service de SAMU et il veut peut-être agresser la femme ou tu sais, t'as peur. Il disait qu'il y avait toute sa gestuelle aussi, c'est pas que ses yeux, mais il se déplaçait, il bougeait vraiment comme lui. Elle reconnaissait dans la gestuelle son mari. C'était vraiment un tout, même des petites attentions, la façon de la toucher, enfin un tout, c'était son mari. C'est vraiment quelque chose, à force de vivre 10-15 ans avec une personne, voilà, tu sais reconnaître la personne, comment elle bouge, comment elle te parle, parce qu'il avait même des petits mots doux pour elle. Il y avait ces petits mots, voilà, qui vont ressortir. Mais moi, j'aimerais trop avoir le témoignage du mec qui a fait ça, du coup, et qui, du coup, a un trou mémoire complet, qui a pas, du coup, su ce qui lui était arrivé, parce que j'imagine qu'il a fait le truc, et après, il a fait « Attends, qu'est-ce qui m'arrive ?» Il est reparti après. Tiens, on ne sait pas à quel moment il s'est réveillé, on va dire, parce que c'est ça. Et avec ses collègues qui lui ont dit « Mais qu'est-ce que tu as fait dans cette chambre ?» C'est vrai que j'aimerais pas être à sa place. Waouh, ben merci beaucoup les gens pour ton partage. J'ai trop hâte d'avoir l'avis des gens en commentaire pour voir ce qu'ils en pensent. Je pense que c'est déjà arrivé à des gens, ça. Tu vois, qu'un proche à eux se fasse, entre guillemets, peut-être posséder et qu'il se passe un truc comme ça un peu bizarre. En tout cas, meuf, merci beaucoup, c'est adorable. Et Dara ? Oui. T'es chaud pour ton histoire Oui. à raconter ? Allez, nickel, on part sur toi. Du coup, moi, mon histoire, en fait, je l'ai vécue quand j'avais 7 ans.
toute ma famille l'a vécu en même temps que moi. C'était un déménagement suite à la naissance de mon petit frère. Avant ça, on habitait dans une petite maison qui faisait pas plus de 50 mètres carrés. En fait, il y avait que 2 chambres. Une des chambres, il y avait ma sœur et moi qui l'occupaient. L'autre, mes parents. Donc, suite à la naissance de mon frère, on a déménagé dans une maison qui était beaucoup plus grande. Déjà, l'entrée en fait de la maison, enfin de la résidence, je dirais, c'était des maisons qui étaient collées mais en U. Ce qui me paraissait anormal, et à ce moment-là, en fait, malgré que j'avais 7 ans, j'arrivais à me poser cette question-là, c'est que chaque habitant, en fait, avait des escaliers propres à chez eux pour y accéder à la maison. Alors, on n'avait pas de cave, on n'avait pas de garage, donc on savait pas ce qu'il y avait en dessous de la maison. Je me disais déjà chelou qu'on monte pour accéder à la maison. Donc en fait, juste à l'entrée, il y avait un espace de dessin pour moi, parce que quand j'étais petite, j'aimais dessiner, faire du coloriage et de la peinture. Je précise cet espace-là parce que vous allez comprendre un peu vers la suite pourquoi. Donc je vous explique un peu aussi la maison. Donc dès qu'on rentre, on a la vue directement sur le salon. Au fond, on a des chambres et à droite, on a une cuisine américaine. Je dirais au niveau de la cuisine, on a un couloir qui mène du coup à la salle de bain et aux toilettes. Ensuite, quand on monte là-haut, on a une espèce de mezzanine en fait du salon. On peut voir le couloir d'en haut et au fond, il y a je dirais 4-5 chambres avec y compris salle de bain et toilettes. Je dirais qu'en fait, les premiers jours, honnêtement, moi, j'ai pas vécu quelque chose de chelou, je dirais, de bizarre. Je pense qu'il va manquer énormément de détails, vous allez vous poser des questions, mais aujourd'hui, moi, je me pose ces questions-là, parce que vu que j'avais 7 ans quand cette histoire-là a eu lieu, ma mère, quand elle en parlait avec sa famille, y compris avec la famille de mon père, elle me demandait de partir, en fait. Et moi, il y a des petits détails que je vais sortir, que j'ai écoutés du coup en cachette. Je sais, c'est pas bien. Mais voilà, donc il va manquer beaucoup de détails, il va y avoir beaucoup de questionnements. Du coup, voilà, les premiers jours, rien ne se passait pour moi. Donc moi et ma sœur, on partait à l'école. Mon père travaille. Ma mère, femme au foyer, donc qui s'occupait de mon petit frère qui était encore nourrisson à ce moment-là. Je me permets de dire que mon père a senti des choses dès les premiers jours, parce que faut savoir déjà que c'est ma mère qui appelle énormément les gens de la famille. Donc c'est pas du tout dans les habitudes de mon père d'appeler plusieurs fois dans la journée ma mère. Donc ma mère disait qu'elle comprenait pas du tout le comportement de mon père, parce que mon père appelait plusieurs fois dans la journée ma mère pour prendre des nouvelles de ma mère et de mon petit frère. Voilà, elle se questionnait énormément sur ça, pourquoi il se comportait comme ça, elle comprenait pas du tout. Ensuite, du coup, je me permets de le dire, on est de confession musulmane, et donc du coup, comme chez tout le monde, on avait des décorations sur le mur, y compris le Coran. Mais le Coran, c'était le seul truc qui tombait du mur, malgré que mes parents, en fait, le remettaient, changeaient de place. Non, il faisait que de tomber. Ma mère, elle a vécu aussi des choses quand elle était du coup dans la salle de bain pendant la douche. Donc elle en profitait en fait pour aller dans la douche quand mon petit frère dormait. Mais elle entendait tout le temps des enfants en fait courir dans la maison, rigoler. Mais elle se disait peut-être que c'était l'isolation. Elle entendait en fait les enfants d'une école peut-être à côté ou des voisins, ouais, d'accord. Donc ma mère en fait quand elle était toute seule, elle se douchait très vite parce que il y avait quand même mon petit frère en fait à la maison, nourrisson. Ok, d'accord, à ce moment-là, elle se posait pas trop de questions, mais ces bruits d'enfants, elle les entendait aussi, avec ma famille, en fait, on les entendait aussi le soir, quand on était tous présents dans la maison. Donc, aussi, petit aparté, j'étais une enfant agitée, ma sœur beaucoup plus calme. Donc, nous, quand on dormait dans les chambres en haut, à ce moment-là, en fait, c'était à la mezzanine qu'elle entendait des enfants courir. À ce moment-là aussi, elle se posait pas de questions, c'était moi, vu que j'étais une enfant agitée. Donc, à monter et tout, je pense pour me gronder, en fait. Et non, je dormais. Et elle s'est dit, voilà, elle fait la clown, elle jouait, puis après, elle se rendort. Sauf que mon père ne réagissait pas. Vraiment, il était assis sur le canapé. Je pense qu'il savait. Maintenant, je me dis, quand je prends du recul et tout, 17 ans après, il savait, donc il réagissait pas. Arrive aussi, du coup, ces petits espaces que ma mère m'avait réservés pour le dessin. Faut savoir qu'en fait, vu que je faisais pas attention quand j'étais petite et vu que j'étais agitée, en fait, il se peut que je me tachais les vêtements avec de la peinture. Sauf que ma mère, une fois, elle en a eu marre en fait. Elle a eu marre en me disant si encore une fois tu tâches tes vêtements, toi à la poubelle. Et je me rappelle comme si cette scène-là, vraiment, c'est une des scènes où je me rappelle comme si c'était hier. J'avais un pyjama gris, en coton, voilà, pour rentrer dans les détails. Et vu que je me disais en fait, non, j'ai pas envie qu'on m'enlève cet espace-là en fait, j'avais bien levé mes manches. Donc c'était pour moi impossible de tâcher mes vêtements. Et j'avais mis carrément une serviette sur moi en fait. Et j'avais décidé de pas faire de peinture du tout. C'était vraiment du collage avec des crayons papier. Des crayons couleur, pardon. Du coup, à la fin du dessin, donc, je vais dans la salle de bain du coup, pour me changer. Et puis voilà, on va aller dîner. Donc je regarde bien en fait, malgré tout, mes vêtements avant de les mettre au sale.
Donc après que je sors de la douche, ma mère me ramène mon pyjama avec une tache, mais une grande tache en fait, je pouvais pas la louper, au niveau de la manche. Et je me dis, même si j'ai pas fait attention, même si la table a été sale en fait, la tache a été visible comme si j'avais pas levé mes manches. Donc je me dis, mais c'est pas moi en fait. Mais elle me croyait pas en fait. Donc bah, tout poubelle. Et là, à partir de ce moment-là, je me suis dit, mais en fait, non, c'était vraiment dans ma tête, j'avais fait attention. Même si je m'étais tachée, en fait, c'était des. T'étais sûre de toi. Voilà, c'est ça en fait. Et je trouve que c'est un peu bizarre que ça vienne à ce moment-là, en fait, cette tache qui est vraiment visible, une fois que ma mère m'a, justement, je dirais, prévenue de tout jeter. Moi, honnêtement, c'était la seule chose dont j'ai vécu. Les bruits d'enfants, etc., je m'en rappelle pas. Donc je pense que je les ai pas entendus. Mais par contre, il y a un soir, donc j'étais dans la cuisine et je me dirige vers la salle de bain pour me brosser les dents pour aller me coucher. Au moment où j'ouvre la porte de la salle de bain, une flamme par terre, sur le sol. Voilà, une flamme vraiment de cette taille-là, je dirais, un peu bleutée, donc vraiment sur le sol. Donc je fais quelque chose que je pense énormément d'enfants l'auraient fait, j'ai hurlé. Parce que c'était pas une flamme où quelqu'un a brûlé, je sais pas, a mis le feu sur un bout de papier et l'a lancé, quoi que ce soit. Mais à ce moment-là, en fait, je sais que dans la pièce, en fait, dans la cuisine, j'étais seule. Donc je me dis, en fait, il n'y a que moi au rez-de-chaussée. Quand j'ai hurlé, mes parents, ils sont descendus et tout. Elle n'a pas directement éteint la flamme à ce moment-là. Mais ce qui est le plus effrayant, c'était le comportement de mon père. Donc, comme je vous disais, il y avait un couloir. Donc, il s'est mis dos au mur, face à la salle de bain. Il n'a pas réagi du tout. Il a fixé vraiment le sol, en fait. Ouais. Et ma mère, en fait, appelait mon père en criant, en fait, parce que elle aussi, elle ne comprenait pas. Et je pense que là, tous les questionnements sont venus, en fait. Ma mère, elle a commencé à se questionner à partir de là. Donc moi, à ce moment-là, je peux vous dire que j'ai oublié la flamme par terre. C'est mon père qui me faisait peur. Vraiment. Il faisait quoi exactement? Rien du tout. Vraiment, il fixait le sol. Donc, il bougeait pas du tout. La flamme ou le mur? La flamme, vraiment, il regardait la direction de la flamme. Donc moi, j'avais peur parce que mon père... Pour moi, c'était une personne normale, quoi. Donc là, il réagissait... Bizarrement. Je me dis, oui, j'ai peur de mon père, à ce moment-là. Ouais, tu te dis pas qu'il était juste sous le choc et qu'il avait peur de ce qu'il voyait et qu'il comprenait pas non plus? Je me dis, même ma mère, elle a pas eu cette réaction, donc c'est pas mon père de l'avoir, donc... De base, c'est un signe plutôt, il devrait avoir une réaction de protection. C'est ça, exactement, de me prendre, de m'éloigner et tout, mais dès qu'il est venu, en fait, il est resté bloqué. Donc ma mère, voilà, elle éteint la flamme, je sais pas comment, du coup moi j'étais éloignée de la salle de bain. Moi et ma soeur, on pleure parce que mon père il nous fait peur. Ma mère, elle a appelé du coup sa famille. Parce que la famille de mon père, en fait, ils habitent tous, on est d'origine turque. Donc la famille de mon père habite en Turquie et la famille de ma mère, par contre, habite en France. Et ils n'étaient pas loin de chez nous à ce moment-là, je dirais à 20 minutes. Je sais pas qui elle a appelé à ce moment-là, mais tout le monde est débarqué. Je dirais mes oncles, mes cousins, mes grands-parents, même mes cousins en fait. Même le cousin de ma mère a débarqué. Heureusement qu'il a débarqué. Parce que du coup, tout le monde n'a pas réussi à sortir mon père de la maison. Vraiment. Mon père, il a insisté pour rester à la maison. C'est à ce moment-là, en fait, tout le monde a compris que c'était un truc paranormal, en fait, qui tournait. Parce que ta mère, elle voulait partir, elle voulait que vous... Oui, non. Enfin, ma mère, elle a pas cherché à savoir, oui, on dort, on va régler le souci demain. Non, il fallait partir de cette maison-là. Donc, voilà, je disais que le cousin de ma mère, heureusement qu'elle est venue, parce que pendant plusieurs minutes, en fait, ils ont essayé de sortir mon père de la maison, mais il n'a pas voulu. Alors qu'il n'était pas comme ça de base. Il n'était pas comme ça de base, donc voilà, c'est ça. Et puis si ta famille part, tu pars avec eux même. C'est ça, exactement. Surtout que ma mère, elle a appelé en disant oui, mon mari, il réagit bizarrement, il est resté figé face à... Voilà, elle explique, je pense, l'histoire avant de demander qu'il vienne. Et là, le cousin de ma mère, en fait, il a tout de suite compris qu'il y avait quelque chose d'anormal. Donc il l'a frappé violemment sur les jambes de mon père pour le déstabiliser, le prendre sur lui et de sortir, en fait. Donc une fois sorti, dans le jardin, je dirais, mon père, il regarde à la fenêtre, il dit « Regardez », il me sourit, il me demande de venir. Ah ouais, là, par contre, c'est chaud. Là, c'est très chaud. Donc, moi, déjà, mon père, il est vraiment à ma droite, en fait. Il y avait ça. Donc, moi, à ce moment-là, j'ai eu peur de mon père. J'ai dit qu'il est hors de question que je dors dans la même pièce, enfin, dans la même maison que mon père, en fait. Je sais pas où est-ce qu'on allait dormir à ce moment-là, mais il est hors de question. Ah ouais, la phrase, vraiment... Ah putain, la phrase est vraiment terrible. Je regarde vraiment par la fenêtre, enfin, à la fenêtre, en souriant aussi. Donc, c'est pas du tout rassurant. Et surtout quand, en fait, c'est mon père, en fait.
qu'il réagit comme ça. Donc je me dis, mais est-ce qu'on l'a perdu? Enfin, pourquoi il réagit comme ça? Donc j'ai eu énormément peur et j'ai pas réussi à dormir de la nuit. J'ai dormi chez mes grands-parents à ce moment-là, mais incapable de dormir. Le lendemain, directement, on a déménagé de là-bas. Vraiment sans préavis, on est sorti. Et on est occupé du coup à ce moment-là une maison. En fait, c'était mon oncle qui avait en fait un grand jardin. Il y avait 5 maisons. Donc il y avait une des maisons qui n'était pas occupée, donc on l'a occupée directement. On a déménagé directement là-bas le lendemain. Et mon père, du coup, il a pris quelques semaines de vacances pour partir du coup en Turquie. Et surtout, il est parti pour se vider les esprits. Donc il est parti aussi également voir un imam. On est de confession musulmane également. Donc il est parti avec sa mère. Et je sais que pendant que ma mère expliquait l'histoire quand on était parti en Turquie l'été, quand elle expliquait l'histoire du coup à la famille de mon père, donc à ce moment-là j'écoutais en cachette, en fait ils étaient dans le balcon, donc j'écoutais en cachette. Il y a une phrase que ma grand-mère elle a sortie de l'imam, et là à ce moment-là j'ai fui en fait, j'ai pas écouté le reste de l'histoire. Il aurait dit « Heureusement que votre fille a hurlé, sinon aujourd'hui elle aurait fait partie d'eux. Et heureusement que vous avez sorti du coup mon père de cette maison-là, sinon lui aurait fait partie d'eux. » Cette flamme-là, je sais pas c'est quoi, mais on s'est quand même renseigné sur la maison après ça. Et là, je pense qu'on va apprendre beaucoup de trucs. Mais moi aujourd'hui, je sais pas quel nom donner au sous-sol. Là, on ne pouvait pas y accéder. On savait qu'en fait, avant, ce lieu-là, c'était des églises. Dans les sous-sols, en fait, je pense qu'il y a du coup des parties qui sont restées. Et on a appris, du coup, c'était une secte avant qui communiquait avec l'autre côté, avec les morts, etc. Donc à ce moment-là, on a appris ça. Mais ce qui est le plus bizarre, c'est que la copine de mon oncle, c'est elle qui nous a trouvé cette maison-là. Et elle savait que c'était une église. Elle fait partie de la secte peut-être, elle, ou pas du tout? Pas du tout, je pense pas, rien à voir. Ok, rien à voir. Elle savait le passé de la maison Elle savait le passé de la maison, mais... Elle vous a filé dans ce truc. C'est ça, exactement. Donc elle savait que c'était une église abandonnée, qu'il y avait des choses comme ça. Et donc vous comprenez pourquoi. J'avais pas énormément de voisins en vrai. Donc je me rappelle juste d'un des voisins, en fait, c'était... la fille, c'était ma copine de classe, donc... Et aujourd'hui, en fait, quand on passe du coup à côté pour aller dans le Calvados, la maison n'est plus occupée en fait. Mais ça me paraît pas étonnant que tu dis ça parce que tu nous disais au début de ton histoire que c'était des maisons en forme de U avec les mêmes escaliers. Ça fait très secte en fait. Hein. S'ils ont tous les mêmes maisons, ils sont tous ensemble, c'est pas tellement étonnant. C'est ça, et en fait c'est des escaliers où seuls les habitants peuvent y accéder. En fait chacun a ses propres escaliers. Moi je me suis dit, mais il y a un accès en bas, est-ce qu'il y a une cave et tout? Ma mère me disait non, et voilà. Donc. Ben waouh. Ouh là là. Faut que je me... Ah non, là quand t'as dit la phrase, là que ton père il a sorti, vraiment j'ai eu des frissons pareils, genre j'étais... Moi aussi, je te jure, ça m'a mis pas bien, gros, je commençais à trembler premier degré, mais que ça m'a mis mal, ok. Mais aujourd'hui, mon père il va bien. Ouais, puisqu'il s'est vite remis, du coup il a... Ouais, mon père il n'en parle pas du tout. Vraiment, mon père, même quand ma mère elle raconte cette histoire, en fait, mon père il disparaît en fait, il est plus là. Ouais, il esquive un peu le truc, il veut même pas écouter, je pense, parce que ça a dû le traumatiser. Et j'ai pas du tout eu le témoignage de mon père à ce moment-là en fait. Ouais. Pas du tout, même aujourd'hui, j'ai 24 ans. Tu sais même pas ce qu'il en pense de cette histoire Ouais, il a préféré faire comme si rien ne s'était passé, maintenant moi ils sont... Et ce qui m'étonne en fait, ce que j'arrive pas à comprendre de ton histoire, c'est cette flamme, c'était quoi, comme une sorte de feu follet ou c'est après est-ce que ça a fait même une trace au sol Parce qu'on a eu t'as eu des... Pas des preuves que t'as vraiment vu ça quoi, ou pas du tout? Oui, j'ai vu. J'ai vu parce que y avait toute ma famille qui avait réagi, le fait que mon père soit figé, le fait que ma mère elle essaye d'éteindre la flamme, ma soeur qui pleure, etc. Donc oui, je l'ai vraiment vu. Mais par contre, vu que j'ai été directement sortie de la salle de bain, je sais pas comment il a été éteint, est-ce que par de l'eau, est-ce que par... Elle a mis quelque chose dessus, et je sais pas s'il y a eu des traces après en fait. C'est que toi t'es directement partie, t'es plus jamais retournée à partir de ce moment-là? Non, jamais de la vie. Ah ouais, à ce point-là, d'accord. Donc vous avez tout quitté comme ça du jour au lendemain? Oui. Waouh, il faut des sacrés pères quand même de coronesses quand même pour faire ça. Bah écoutez les filles, on va passer maintenant je pense à mon histoire. Vous êtes prêtes ou pas? Vous êtes chaud? Bon les filles, moi l'histoire que je vais vous raconter du coup, elle est arrivée à un jeune homme qui s'appelle Maxime. Et au moment des faits, il a 18 ans. Maxime, il a une vie plutôt banale, il est apprécié de tous ses camarades de classe, il est à l'école et il n'a pas trop de problèmes dans sa vie quoi. Il a plutôt pas mal de succès avec les filles, il a de très bonnes notes en classe, vraiment, il a tout pour être heureux quoi. Sauf que il a un petit problème de famille. Sa mère, elle est atteinte d'une dépression depuis que son père, du coup à Maxime, est mort d'un cancer.
Donc vous imaginez, ça chamboule une famille, hein. Même Maxime, dites-vous qu'il est mal par rapport à ça, mais sa mère vraiment a beaucoup plus souffert que lui, parce que voilà, elle carrément, ça l'a tombée dans une grave dépression, elle voit plusieurs médecins, plusieurs psychiatres, psychologues, enfin vous imaginez la totale quoi. Maxime, lui, il lui en veut un petit peu de pas trop être là pour lui, parce qu'en fait il lui reste que elle, hein. Il est souvent délaissé par elle, elle ne porte pas trop d'attention, parce que vous imaginez, ses journées se résument à consommer de l'alcool et dormir. Un jour, Maxime, il est à l'école, en classe, tranquillement, il est sur un DM de maths, bon, rien d'anormal finalement. Et là, un professeur rentre dans la pièce et lui annonce une nouvelle assez terrible, il le fait sortir de la classe, il lui annonce que sa mère a été victime d'un accident de voiture. Et il lui fait comprendre dans les lignes qu'en fait, elle a tenté de se suicider. Donc là, vous imaginez, il lui en veut encore plus, parce que c'est la dernière personne qui lui reste, quoi. Donc lui, il est vraiment dans... Maman, là, c'est un peu de l'égoïsme. Ouais, ils sont abandonnés. Ils se sont abandonnés. Mais heureusement, soulagement quand même pour lui, elle n'est pas décédée. Elle est gravement blessée. Le professeur lui annonce qu'elle aura 3 mois d'hospitalisation. Mais heureusement, ça va, elle n'est pas décédée. C'est le plus important, en vrai, pour lui. Mais bon, au final, au bout de ces 3 mois, elle va se sentir de mieux en mieux et lui, il va finalement lui pardonner. Il va réfléchir un petit peu à tout ça. Cet événement-là lui fait prendre vraiment pas mal de maturité et il se dit bon, je vais lui pardonner. Pendant du coup ces 3 mois, les grands-parents paternels vont s'occuper du coup du jeune Maxime. Quand même, vous imaginez, il va pas gérer une maison tout seul, il a des factures à payer, il sait pas faire tout ça, il est jeune. Donc ses grands-parents vont l'aider à faire tout ça, à gérer un peu la maison, à lui faire à manger, bref. Donc là, lui, après 3 mois d'hospitalisation du coup à l'hôpital pour sa mère, lui s'attend à des retrouvailles plutôt joviales, plutôt émouvantes, sauf que c'est tout l'inverse. Un jour, du coup, la mère va revenir à la maison, sauf que là, ça va être une ambiance très bizarre. Quand elle va revenir, quand elle ouvre la porte, Maxime, il est un peu choqué parce que c'est très perturbant pour lui. Elle a perdu beaucoup de poids, elle est vraiment très amaigrie. Elle a des bandages partout autour de la tête. Vraiment, elle est carrément méconnaissable, quoi. Et donc, il a carrément l'impression que c'est même pas sa mère qui est en face de lui. Chose encore aussi troublante, c'est que quand il la regarde, il voit son regard et il lui paraît vide, quoi. Comme si on l'avait maltraité pendant son séjour à l'hôpital, quoi. Il va pas comprendre. Comme si on lui avait fait des choses horribles, quoi. Comme si c'était plus elle. Vide, froid, le regard va être vraiment anormal, quoi. Événement encore plus bizarre dans les jours qui vont arriver. Même si elle est très amaigrie, si elle est faible, elle va quand même réussir à faire la cuisine, s'occuper de lui un minimum. Elle va préparer des lasagnes. Et là, Maxime, du coup, manger son petit plat de lasagne que lui a préparé chaudement sa maman. Sauf que là, quand il goûte, Attends, il y a du basilic, maman. Et en fait, lui est allergique au basilic. Et là, il va se dire, attends, c'est pas possible qu'elle se souvienne pas de ça, parce que c'est noté même noir sur blanc sur le frigo qu'il ne faut pas, dans les plats qu'on prépare, du basilic. Un parent, il n'oublie jamais les allergies comme ça de son enfant. C'est pas possible. Qu'est-ce qui lui est arrivé pendant ces jours? Il a envie de savoir. Les jours vont passer et ça va s'empirer de jour en jour. Dites-vous que le soir, elle dort pratiquement jamais. Quand il passe devant sa chambre, il regarde, parce qu'elle reste tout le temps la porte entrouverte. Elle ne fait rien, elle ne dort pas, elle dort pratiquement 2 heures par nuit. Et quand elle dort, entre guillemets, elle dort assise, les yeux fermés. Elle ne bouge pas. Lui, il lui demande, maman, t'es sûre que ça va? Aucune réponse. Bon, alors là, il va être un petit peu en flip, quoi. Un soir, il va être encore plus terrifié. Et là, c'est la fois où il a eu le plus peur de sa mère. Il est dans sa chambre tranquillement, il est sur le point de dormir. Et là, il entend un bruit. Sa mère est devant lui, dans sa chambre, et elle ne bouge pas. Et du coup, il lui demande « Maman, est-ce que tout va bien ?» Et elle lui dit « Pardon, je vais vérifier juste que tu respirais bien. » Dieu. Très bizarre. Donc lui, il est vraiment dans un mindset, il faut que je comprenne ce qu'elle a. Il va décider d'acheter sur le bon coin une petite caméra infrarouge pour filmer pendant la nuit, parce qu'il entend souvent des bruits, les choses qui se passent et ce que sa mère fait, parce qu'il va penser que ces bruits-là sont causés par sa mère, vu comment déjà elle a fait plein de trucs chelous avant. Donc il va installer cette caméra dans un coin du salon, un peu en mode caméra cachée. Et bon voilà, les nuits vont passer, il va avoir le temps d'avoir pas mal d'images, et au visionnage de ce qu'il a enregistré, il va voir que sa mère a des comportements hyper bizarres. Sa mère, tous les soirs, à 2h12 précisément, elle ouvre un placard, elle le ferme,
Elle ouvre, encore, elle ferme, elle ouvre, pendant 15 minutes, tous les soirs à la même heure. Incompréhensible. Donc lui, il va lui en parler de tout ça. Le matin où il découvre ces images, il fait « Mais maman, pardon, mais juste, est-ce que je peux comprendre ce que tu es en train de faire là? Parce que là, ça commence vraiment à me faire peur et m'énerver un petit peu, quoi. » Et là, elle va pas répondre, elle va faire « Oh désolé, je suis un petit peu en ce moment perturbée par tout ce qui se passe. L'hôpital, ça m'a un petit peu secoué. » Évidemment, tout ça, elle le dit, mais Maxime, il n'arrive pas trop à le déchiffrer parce que, je vous rappelle, elle a des bandages et elle doit les garder pendant encore plusieurs semaines. Donc il comprend à moitié les mots, mais en tout cas, il arrive à retirer ces quelques phrases-là, quoi. Un autre jour arrive et Maxime, il va aller voir, car il fait souvent ça, il a l'habitude de faire ça, le courrier. Et il y a une lettre attribuée à lui et ses grands-parents paternels. La lettre est un petit peu jaunie, ça se voit qu'elle est là depuis, on va dire, peut-être 2 semaines. Et cette lettre, je vais vous la lire, elle est assez terrifiante. Je l'ai avec moi. Madame, monsieur, nous vous informons que Madame Laurence Morel, donc le nom de sa mère, est décédée dans la nuit du 4 octobre des suites de ses blessures. L'administration du CHU de Saint-Roch. Sauf que le 4 octobre, c'est le jour avant qu'elle ne revienne à la maison. Alors, il va relire la lettre, il va bien regarder, c'est bien, est-ce que c'est bien, oui, c'est bien le prénom de ma mère, oui, c'est bien l'adresse, oui, c'est bien mon prénom, tout est bon. Mais alors, qui est la personne qui vit depuis quelques semaines maintenant avec eux? Non, non, ça se finit. Et c'est la fin de mon histoire. Vous avez kiffé l'histoire? Ouais, simple C'était ça. à fond ou pas? J'ai réussi bien à... Mais au moment où t'as parlé de son allergie, je savais que c'était... Pas elle. Soit que c'est pas elle, Non, ou mais alors c'est moi pas- je pensais à une lobotomie ou des choses comme ça qu'elle aurait pu faire, ou vraiment c'est un très mauvais hôpital, tu fais de lobotomie, ou pourquoi est-ce qu'elle avait des bandages, parce qu'après des mois t'es pas censé avoir Oui, le... c'est ça. À moins qu'on lui aurait fait des électrochocs, vraiment des choses qui... Donc là tu te dis déjà, soit si c'est sa mère, l'hôpital est vraiment... Très incompétent. Voilà. C'est ça. Très incompétent et peut-être dangereux pour autrui. Les amis, Hope n'a pas pu venir pour nous raconter l'histoire ici avec tous les abonnés, mais elle est là quand même en appel. Ça va Hope, tu vas bien? Ça va et toi Léo? Ça va très très bien. Aujourd'hui, tu vas nous raconter du coup une histoire que tu n'as pas pu raconter sur les lieux du tournage pour une raison, évidemment. Voilà, c'est pas que tu n'avais pas envie de venir ou que voilà, tu as eu un empêchement ou quoi, c'était pour une raison très précise. Est-ce que tu peux nous l'expliquer maintenant? Oui, déjà Léo, je voulais te remercier de ton invitation sur la chaîne. Merci. Bonjour à tous les abonnés. Oui, effectivement, je n'ai pas pu venir parce que je suis atteinte de magie noire depuis déjà des années. Donc du coup, ça fait des années que je suis attaquée par de la magie noire. Et ce qui m'empêche de faire plein de choses aujourd'hui, dont me déplacer aujourd'hui pour le tournage et raconter mon histoire. Donc on va le faire à distance. T'as eu un mauvais pressentiment en fait avant de venir, c'est ça? Ouais, c'est ça, un pressentiment et si tu veux, c'est devenu inné quoi. T'as ce truc qui te dit non, n'y va pas. Et c'est dur à gérer au quotidien. Et tu m'as expliqué du coup que tant que c'est pas réglé toute cette histoire, tu pouvais pas plus en parler. Je sais que c'est frustrant pour les gens, mais malheureusement on peut pas faire autrement. C'est un peu flou en vrai. Et un jour, je vais le raconter, j'espère, sur ta chaîne du coup, pour que les gens aient la suite de l'histoire. Mais carrément là je pense qu'il faudrait faire une interview parce que en off, ce qui est raconté c'est juste impensable. Hope, je t'en prie, tu peux raconter cette histoire du coup maintenant. Alors moi, mon histoire, elle date d'il y a maintenant 2-3 ans. Je vivais dans le sud-ouest de la France. Donc je vivais dans une maison à la campagne et, avec mon conjoint. Et un matin, je me lève, donc c'était un lendemain de pleine lune, c'est hyper important de me tenir ça. Et donc je me lève, je me prépare comme tous les matins, je me maquille et puis là d'un coup, une voix dans ma tête. Donc j'avais ce côté hyper conscient, mais ce côté aussi inconscient, une voix qui me disait il faut que tu te plantes un couteau dans le ventre. Voilà, ça n'arrêtait pas, c'était tout le temps dans ma tête. Mais ce côté conscient qui me disait mais pourquoi j'ai cette pensée? Je vais très bien, tout va bien dans ma vie. Pourquoi je veux mourir quoi? Et donc je m'assois sur mon canapé et là il y avait la cuisine qui était sur la gauche et je tourne ma tête et je me fixe ce tiroir où sont rangés les couteaux, les fourchettes. Et donc cette envie de me planter un couteau dans le ventre, j'avais mes chiens avec moi, je les regardais, j'étais là mais je vais pas me tuer devant eux, ils vont pas comprendre, mon conjoint quand il va rentrer, il va me voir là et personne va comprendre en fait.
Et c'était hyper intense. Et donc, bon, la petite anecdote assez drôle, j'ai mis du Pilates à la télé pour essayer de penser à autre chose. Et là, mon conjoint rentre et il me dit, et je m'effondre dans ses bras, et il me dit, mais ça va pas du tout, ton visage a changé. Et il me dit, appelle ton énergéticienne. Parce que j'ai une énergéticienne qui me suit et qui me fait des soins pour me protéger souvent de toutes ces attaques. Et donc là, je l'appelle. Et elle décroche, je l'ai mis au téléphone. Et là, elle décroche. Et je m'effondre et je lui dis, aide-moi, aide-moi, j'ai envie de mourir. Et donc, elle me dit, cours dehors dans le jardin, pieds nus. Donc, je cours dans le jardin et elle me dit, Ophélie, fais comme si tu t'arrachais un couteau de derrière la tête. Donc, je simule l'action, en fait, de ce qu'elle me dit. Et elle fait des bruits bizarres comme des trucs comme ça. Ok. En train d'essayer je sais pas, c'est peut-être une manière de m'aider, quoi. Et je comprends toujours pas ce qui se passe à ce moment-là, je ne sais pas ce qui m'arrive. Et elle me dit, salut Ophélie, tu entends les oiseaux chanter? Et c'est vrai qu'en fait, j'entendais plus rien autour de moi. Et je dis, oui, salut. Elle me dit, bah, écoute, c'est bon, elle est passée. Et je lui dis, comment ça, elle est passée? Elle me dit, bah, tu avais une âme en toi qui s'est tuée comme ça, qui s'est tuée avec un couteau dans le ventre. Et elle voulait que tu fasses la même chose. Et en fait, cette âme, elle m'a été envoyée. Par quelqu'un? Par quelqu'un, par de la sorcellerie. Qui ne te veut pas du bien du tout. Qui ne veut pas du bien et qui ne veut surtout plus que j'existe. C'est important de le dire. Putain. Et ça fait des années que c'est comme ça. Donc j'ai dû mettre une musique avec beaucoup de hertz dans la maison. Aujourd'hui, il faut savoir que je dors avec une couverture de survie dans mon lit qui est entre le matelas et le sommier pour éviter que les âmes viennent dans la nuit, parce qu'en fait, il me semble que c'est plus souvent comme ça qu'elles arrivent, la nuit, et c'est plus facile aussi pendant la pleine lune. Donc c'est pour ça que c'est important de le dire, parce que moi, il m'arrivait toujours des choses comme ça les lendemains de pleine lune. Et voilà, donc maintenant, je me protège énormément. J'ai des prières que je dis souvent, des pierres qui me protègent, et cette personne qui m'aide énormément à me protéger au quotidien, mais c'est des attaques constantes. Malheureusement, on ne pourra jamais empêcher les gens de nous attaquer, que ce soit par l'oseille, par la sorcellerie. Ces gens-là, quand toi tu te soignes, ils savent que tu enlèves ce qu'ils ont fait, donc ils recommencent. Et c'est sans cesse, donc moi c'est tous les 3 à 6 mois que j'ai un nettoyage régulier, ouais. Et du coup là, est-ce qu'aujourd'hui ça va? Bon, j'imagine que du coup avec ces pressentiments, c'est pas tellement réglé encore, mais... Non, c'est pas réglé et non, c'est un combat encore quotidien, c'est très dur, c'est très très dur. C'est pas réglé, non, et pour l'instant, ça sera des nettoyages encore hyper réguliers à faire. Donc je suis tellement désolée et j'aurais tellement voulu être présente avec tes abonnés et toi, et partager mon histoire avec toi. Évidemment, on règle tout ça de ton côté. Faut pas non plus se mettre dans une situation dangereuse non plus. Voilà. Mais écoute, merci beaucoup déjà de l'avoir raconté. Déjà, tu l'as raconté, c'est le plus important. Les gens auront l'histoire quand même, hein, c'est le plus important. Et tu vois, même le faire de l'effort, c'est génial. Merci. Merci à toi. Et je serais intéressée de savoir s'il y a des abonnés à toi qui ont des histoires similaires à la mienne et qu'on pourrait échanger ensemble. S'il y a des gens qui sont capables de pouvoir m'aider ou pas, je ne sais pas. Question que je me pose, est-ce que toi, avant tout ça, est-ce que tu étais plutôt quelqu'un de rationnel ou très connecté à tout ça? Est-ce que tu croyais au paranormal ou tu étais plutôt en mode, bon, tout est explicable scientifiquement parlant? En fait, si tu veux, adolescente, j'étais j'adorais ce qui était paranormal, je regardais tous les films d'horreur, j'adorais ça. Mais j'étais un peu déconnectée, tu vois, je suis quelqu'un de rationnel. S'il y a un bruit dans notre chambre, tu vois, je vais me poser des questions, je me dis que c'est un objet qui est tombé, mais j'y crois pas tellement. Et en fait, c'est plus en vieillissant et plus à un moment donné que j'ai compris avec le temps quand tu as vu tout le côté rationnel, que tu as tout réglé, on va dire, dans la vie réelle, à un moment donné, il faut aller voir l'irrationnel. Ouais. Et en fait, tu te rends compte que c'est réel, ça existe vraiment. Il faut le vivre pour le croire. Ok. Bah, merci beaucoup d'avoir témoigné, d'avoir fait cet effort-là, hein, parce que tu aurais pu carrément dire non, je veux pas et tout, même en appel, mais tu as quand même fait cet effort, donc merci beaucoup. Dans les commentaires, remerciez-la un max, un full amour là pour Hope. Et du coup, on passe finalement à la fin de cette vidéo.
dès maintenant. Du coup, on aura eu évidemment, avant cette fin d'outro, avant cette fin de vidéo, pardon, l'histoire de Hope qui n'est pas là malheureusement aujourd'hui. Mais en tout cas, merci beaucoup à elle quand même d'avoir témoigné à distance. C'est quand même pas facile son histoire et vous le découvrirez du coup les filles, vous la connaissez pas, mais extrêmement hardcore. Elle vit vraiment une malédiction en fait. Je peux pas trop en dire du coup, parce que c'est un truc hyper personnel qu'elle vit encore actuellement en fait. Du coup, je peux pas trop en dire, mais du coup, désolé les amis si vous avez été perturbés par voilà, cette composition que je fais en face juste de 2 personnes. Mais en tout cas, les filles, merci d'avoir quand même fait le déplacement. On est sur quand même pas mal d'heures de route, donc voilà, c'est cool. Les filles, merci d'être venues. On se retrouve nous très prochainement pour une nouvelle vidéo. Et à plus!